Chers auditeurs, bonjour. Il est 10 h à Paris. Je vous souhaite une excellente journée, bien qu'il ne fasse pas très beau aujourd'hui. Les questions d'économie et de société. Mon nom c'est Françoise de Brenne. Je suis née il y a très longtemps puisque j'ai 85 ans cette année. J'ai commencé ma carrière de géologue en 1954 et dès le départ j'ai travaillé sur un groupe fossile qui est très connu en Russie et surtout en Sibérie, les archéocyates. J'ai eu beaucoup de relations avec les géologues évidemment de tous les pays et notamment avec les Sibériens puisque mon groupe est surtout sibérien et que moi, quand j'ai commencé mon travail, j'étais la seule spécialiste occidentale. Et ils étaient une dizaine à ce moment-là en Russie. J'ai reçu une lettre de la spécialiste du groupe fossile dont je m'occupais dès 1956. C'était Inès Tikhna-Jravlova, Ina, avec laquelle je suis restée en amitié jusqu'à la fin. Et grâce à elle, j'ai eu l'accès à toutes les recherches soviétiques qui étaient très grandes à ce moment-là. En plus, j'ai été invitée à participer aux colloques, plutôt aux réunions thématiques qui avaient lieu tous les 5 ans. La seconde visite que j'ai faite en Russie, plutôt en Union soviétique à ce moment-là, c'était à Novosibirsk, à Akademgorodok en 1971. Le professeur Boris Sergueïevitch Sokolov avait organisé quelque chose d'extrêmement important pour les porifères, c'est-à-dire les éponges, en créant un groupe de travail que l'on a appelé Recent and Fossil Ctidal Pollution. La première réunion a eu donc lieu à Akademgorodok en 1971 et a été suivie d'un grand nombre tous les 5 ans dans différentes villes. Donc Boris Sergueïevitch a également initié une newsletter sur justement ces fossiles et ça a permis de faire une collaboration internationale et qui a quand même été initiée, il faut bien s'en souvenir, par quelqu'un qui habitait à Akademgorodok et qui était professeur de géologie en 1971. C'est quand même un fait intéressant à noter. Я в 1999 году пришел в институт, в лабораторию Декембрия и Кембрия, и научным руководителем у меня являлась Инесса Тихоновна-Журавлева. Она меня познакомила, то есть, конечно, по переписке с французским специалистом Франсуаз де Брен. И первый раз, когда я поехал на зарубежную конференцию в Бургундию, во Францию, мне удалось с ней там встретиться, и она очень сильно поддержала мои начинания. Она очень обрадовалась, что есть люди, которые продолжают заниматься архицатами в Сибири, что школа Инессы Тихоновны-Журавлевой, она жива и никуда не пропадает. И, то есть ее поддержка очень много для меня значила. Je peux vous parler également, je pense que ça, l'école de géologie de Nancy, qui a
c'est la seule école supérieure française qui, à partir des années 25, a accepté des équivalences de diplômes pour présenter le concours d'entrée aux jeunes émigrés russes qui avaient déjà une certaine apport scientifique. Et les listes de promotion à partir de 1928 montrera que sur 10 promus, il y avait 8 Russes et 2 Français. C'est une proportion qui s'est maintenue à peu près jusque dans les années 1934. Voilà, bon, ça c'est les connexions, c'est pareil, c'est spectaculaire, mais c'est juste pour faire joli. Hein. En particulier dans les années 20 et dans les années 30, il y a une grande quantité, parfois une très grande proportion de géologues d'origine russe qui viennent étudier à l'école de géologie. À cette époque-là, toute la période où c'est Paul Fallot qui est directeur, les études sont assez courtes, puisqu'elles ne durent que1 an, et elles sont très appliquées. C'est-à-dire que c'est une école qui reçoit des gens qui sont déjà diplômés, qui vont apprendre le métier d'ingénieur pour l'industrie minière. Donc c'est peut-être des études qui sont assez faciles à suivre pour des géologues russes. Après la guerre, l'école est complètement transformée et devient une école d'ingénieurs française comme elle est maintenant, c'est-à-dire avec un recrutement, une école en 3 ans après 2 ans de classe préparatoire. Donc là, il n'y avait pas de facilité particulière ou d'intérêt particulier pour des Russes pour l'école. Et puis la guerre ? Oui, c'est ça. On a eu des élèves russes de temps en temps, même encore maintenant, on a des élèves russes de temps en temps, mais pas autant qu'il y a eu à cette époque-là. Notre soirée musicale de dimanche, c'est reparti. Что это значит эмигрант? Эмигрант – это не обязательно тот человек, который эмигрировал. Он никогда не эмигрировал, дедушка. Дедушка, значит, Николай Дмитриевич Семенов-Тинчанский. Он просто был в Англии, когда наступила революция, и никогда не смог вернуться, и все. Отец мой родился в чистом русском среде. Он родился в Обане, где поселились дедушка и бабушка в конце 20-х годов. Линия это очень просто. С Петра Петровича и поколение с поколения дошло до моего отца, известного геолога Палеонтолога. Il y a ce qu'on appelle des sciences fondamentales et des sciences appliquées. Et mon père était toujours dans les sciences fondamentales. Значит, что если важнее всего для фундаментальной науки это исследование. Gare d'Austerlitz.
Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ici, c'est ce qu'on appelle la typothèque. Alors la typothèque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'on met les échantillons de référence de nos collections qui ont servi soit à dénommer un fossile, soit à le figurer dans des articles scientifiques. Donc tout est conservé ici. Et au fur et à mesure, on va s'avancer et on va arriver vers les coraux, justement, qui intéressent donc aussi Pierre Semenov, puisqu'il a fourni des types et des figurés à nos collections. Voilà comment ça se présente. Les étiquettes jaunes concernent les échantillons types et les étiquettes blanches, ce qui a été figuré. Voilà, et donc on va arriver au coraux. Hein. Voilà. Alors Françoise est une vedette ici, puisqu'elle a aussi plusieurs types et figurés. Voilà, donc on arrive ici, dans la deuxième petite partie, il y a quelqu'un qui travaille. Bah oui. Mais toi, tu y es jamais allé quand tu y es allé avec. Non, moi je travaillais Menchikov comme directeur de recherche. Ah, d'accord, oui. Mais je n'ai pas été à Beniabès. Ouais. Moi, j'y suis passé, mais après, hein, bien sûr, quand c'était plus du tout le centre de recherche. C'était sympa, en tout cas. Oui, c'était sympa. Voilà. Là, on peut Un beau site. On va ouvrir un tiroir au hasard. Hein. Oui, on va bien voir. Bah, tu vois, regarde, là, Tchétchepenov, Tchanchansky, ça tombe bien. Je vais dire que c'est un tiroir Semenov. Voilà. Donc ici, on est dans la partie ancienne et avec des coraux dont le squelette s'organise avec une symétrie d'ordre 2 et 4. C'est un bilatéral et puis après une subdivision qui donne ce nom tétra 4, corallière. Là, on est là, et c'est ce qu'a étudié Pierre Semenov. Pour ce que j'ai connu, moi, je l'ai connu épisodiquement quand je venais au muséum, 80. Oui, et le moment où je suis venu ici. Moi, je l'ai connu en arrivant au laboratoire en 1984. Quoi. Ouais. Et j'ai travaillé avec lui jusqu'à son départ en retraite. Bon, pas de façon continue, mais bon, assez régulièrement. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un véritable clan des corallistes. D'ailleurs, c'était une petite équipe. Ouais. Les couleurs sont fantastiques, hein, c'est pareil. C'est bien.
очень важный международный съезд в 1971 году в Академгородке, где были, как и, конечно, русские, советские тогда, и французские геологи, и со всех сторон мира. И это было очень важно для моего отца, потому что это первый раз в его жизни, когда он был в СССР, был в России. И, конечно, для сына эмигранта, русского эмигранта, это как шаг безумно большой, безумно значительный шаг в жизни. Советским, насколько я опять же знаю, ученым, довольно сложно было выехать за рубеж со своими докладами, своими идеями. А когда к нам приезжали из Австралии, из Северной Америки, из Франции, то это, конечно, обмен опытом, это очень много стоит. L'histoire de la Terre, elle est tout à fait indépendante. Je veux dire, l'histoire physique de la Terre, l'histoire physique du globe, elle est complètement indépendante de la politique. Et elle est complètement indépendante même de l'homme, qui n'est arrivé que très très tard dans l'évolution de la Terre. Donc la géologie n'a pas de frontières. Justement parce que l'on étudie des choses qui n'ont pas de frontières, on a un sentiment d'appartenir à une communauté qui n'a rien à voir avec les langues, les frontières, la politique et même les opinions des gens. Effectivement, on a un esprit géologue, un esprit de corps probablement. On se sent géologue plutôt que français, russe, anglais ou quelque chose comme ça.